Madame la directrice du NEMA, Cité Miroir, Madame le professeur Anne-Sophie Radermaker, ce n'est pas moi, Monsieur le professeur Jean-Philippe Schreiber, Monsieur le professeur Roger Chartier, Monsieur le commandant militaire de la province de Liège, Madame la présidente du Centre d'action laïque, Mesdames les députées régionales et communautaires, Madame la première avocate générale honoraire près de la Cour d'appel de Liège, Monsieur le vicaire général, Mesdames et Messieurs les échevins, les conseillers communaux et représentants, Monsieur le consul honoraire, Mesdames et Messieurs les hauts fonctionnaires, Monsieur le directeur général de la Fondation Baillet-Latour, Monsieur le directeur des programmes Europe et international de la Fondation Roi-Baudouin, Messieurs les recteurs, les vice-recteurs honoraires, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration de l'université, chers et chers collègues, Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités, chères étudiantes, chers étudiants et cher public. C'est avec un réel plaisir et une certaine émotion que je vous souhaite la bienvenue ce soir à l'Université de Liège pour l'inauguration de l'Institut des études et de recherche sur les mémoires, né d'une collaboration étroite entre l'ULB, l'Université de Liège, et NEMA, Cité Miroir. Votre présence nombreuse témoigne de l'importance scientifique, culturelle, citoyenne de l'objet qui nous rassemble ce soir. La mémoire dans toute sa diversité, sa complexité, ses faiblesses aussi, on pourra l'entendre, mais aussi ses ressources, heureusement. La mémoire, on le sait, n'est ni une trace simple du passé, ni un simple répertoire de récits ou d'images. Elle est active, elle est plurielle, elle est diverse, elle se joue de nous parfois, et parfois elle est conflictuelle. La mémoire traverse et vertèbre nos sociétés, elle façonne toutes nos identités, elle nourrit les débats démocratiques, elle interroge en permanence notre rapport au temps, à l'histoire, à la transmission, à la culture et à l'apprentissage aujourd'hui. George Orwell avait bien identifié son importance capitale pour le pouvoir, qui contrôle le passé, contrôle le futur, qui contrôle le présent, contrôle le passé. En créant cet institut, nos 3 institutions partenaires ont fait un choix fort, celui de reconnaître que l'étude de la mémoire est en fait l'étude des mémoires, et cela donc exige une approche interdisciplinaire. À la croisée des sciences humaines et sociales, des sciences et techniques et des sciences de la vie. Et cela en dialogue constant, évidemment, avec les acteurs culturels et la société civile. L'IERM est le fruit d'un très long travail, près de 2 ans, je pense, de concertation, de maturation, mais aussi d'une confiance mutuelle entre les chercheuses et les chercheurs de l'ULiège, de l'ULB, soutenus dès l'origine par NEMA, qui est un acteur majeur de la transmission de la mémoire en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il vise à offrir une structure fédérative, un lieu d'échange, un espace d'étude, de réflexion, de recherche, de diffusion des savoirs sur les mémoires individuelles, mais aussi collectives, bien évidemment. Et l'évolution des technologies numériques et la révolution IA que l'on connaît aujourd'hui nous oblige encore plus à interroger cette frontière très poreuse que l'on connaît en psychologie du travail et comme ergonome entre la mémoire humaine et la mémoire technologique. Lien de mémoire, chemin de recherche, cette phrase que vous avez choisie exprime précisément cette nécessité de relier ces disciplines pour comprendre avec rigueur et humanité, émotion, ce que toutes ces transformations, ces révolutions auxquelles on assiste font à l'homme et à notre société. Je tiens à
remercier très très chaleureusement celles et ceux qui ont porté ce projet avec conviction, avec persévérance, en particulier bien évidemment les professeurs Philippe Raxon et Jean-Philippe Schreiber, merci beaucoup, mais aussi toutes les équipes académiques qui ont soutenu les universités, les responsables aussi équipes du MNEMA, ainsi que tous les services administratifs de communication qui ont accompagné la mise en place de cette structure et de cette soirée. Un merci tout particulier à Roger Chartier, grand témoin de cette soirée. Merci pour votre présence. Et je cède tout de suite la parole à Anne-Sophie Radermacher, conseillère d'Annemie Chose à la culture, rectrice de l'ULP, enfin Annemie Chose. Merci Madame la rectrice. Chère Madame la rectrice de l'Université de Liège, chère Anne-Sophie Nissen, chers fondateurs de l'IERM, professeur Raxon, professeur Schreiber, chers membres de l'Institut, chère directrice du MNEMA Cité Miroir, chers représentants et représentantes des institutions partenaires, chers et chers collègues, mesdames et messieurs. C'est un immense plaisir et un honneur de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration de l'Institut d'études et de recherche sur les mémoires. Je me permets de le faire au nom de la rectrice de l'Université libre de Bruxelles, la professeure Annemie Chose, ainsi qu'au nom de son vice-recteur à la recherche, à la culture et à la médiation scientifique, le professeur Marius Gilbert, qui regrette de ne pouvoir être présent avec nous ce soir. En qualité de conseillère à la culture de la rectrice, je suis heureuse donc de pouvoir représenter ici l'ULB dans le cadre de ce projet conjoint porté avec l'Université de Liège et la SBL MNEMA Cité Miroir, partenaire essentiel de cette initiative. La création de cet institut intervient à un tournant clé. Nos sociétés traversent aujourd'hui des périodes de mutation profonde et de recomposition. Les équilibres démocratiques sont fragilisés, les certitudes héritées du XXe siècle sont mises à l'épreuve, les récits collectifs se recomposent, parfois se fragmentent, les mémoires s'affirment, se confrontent, se concurrencent, mais cherchent aussi de nouveaux espaces de dialogue. À cela s'ajoute, et ça a été évoqué, une révolution numérique, cognitive, qui transforme en profondeur les conditions mêmes de la transmission, de la conservation, de la hiérarchisation des savoirs et des mémoires. Dans ce contexte, plusieurs questions se posent et s'imposent à nous avec une force toute particulière. De quoi nos sociétés se souviendront-elles demain? Sur quelle mémoire continueront-elles de fonder leur culture politique et démocratique? La mémoire des guerres, des impérialismes, des révolutions sociales, des violences de masse et des traumatismes qui ont marqué le XXe siècle conservera-t-elle le même rôle structurant? Et quelles seront les fonctions sociales de la mémoire dans un monde où l'intelligence artificielle, les algorithmes et les infrastructures numériques contribueront de plus en plus à sélectionner ce qui sera conservé, rendu visible, transmis ou au contraire relégué dans l'oubli? Ces questions sont immenses, elles sont scientifiques, mais elles sont aussi bien sûr éthiques, politiques, culturelles et citoyennes. Elles exigent des lieux capables de les accueillir dans toute leur complexité. Et à cet égard, l'IERM a vocation de devenir un incubateur, fédérateur de recherche. Il permettra la circulation des idées, la mise en réseau de chercheurs et de chercheuses, le développement de partenariats et l'émergence de projets communs. Il offrira un espace où pourront se rencontrer des approches différentes, réunies par un questionnement commun. Comment les individus, les groupes et les sociétés construisent-ils leur rapport au passé ? L'un des grands mérites de ce projet, fidèle aux valeurs et missions scientifiques et pédagogiques de l'université, est précisément de ne pas réduire en effet la mémoire à une seule dimension ni à une seule discipline. Sous le prisme de l'interdisciplinarité et même plus de la transdisciplinarité, ce projet permettra de penser ensemble les mémoires politiques, sociales, traumatiques, patrimoniales, numériques et des formes d'oubli institutionnel ou collectif. Dans ce contexte bien précis, la notion de transdisciplinarité prend aussi tout son sens, car elle ne consiste pas simplement à juxtaposer des disciplines, elle suppose de co-construire autour d'un objet d'étude et d'un enjeu sociétal commun un espace partagé de problématisation, de méthode et de production de savoir. Elle invite les disciplines à dialoguer, mais aussi à déplacer, à confronter leurs présupposés, à inventer des langages communs en associant au processus acteurs académiques et non académiques.
Appliquée aux questions de mémoire, cette approche apparaît aujourd'hui des plus fécondes, car les phénomènes mémoriels débordent largement des cadres disciplinaires traditionnels. Ils relèvent à la fois de l'histoire, des sciences politiques, des études patrimoniales, de la sociologie, de l'anthropologie, des études culturelles, du droit, de la psychologie et tant d'autres. Autant de disciplines représentées également dans nos universités. La transdisciplinarité n'est toutefois pas pour autant une voie facile, elle implique des défis épistémiques réels, elle demande aux acteurs académiques et non académiques de trouver des terrains d'entente conceptuels, des compromis méthodologiques, mais également des formes de traduction réciproque. Elle ne signifie en aucun cas l'effacement des disciplines ni l'abandon de leurs exigences propres, elle suppose au contraire de s'appuyer sur leur rigueur pour aller au-delà des cloisonnements habituels et tendre vers des formes de savoir plus intégrées, plus ouvertes et attentives à la complexité du réel et dans le cas présent des mémoires. C'est pourquoi nous ne pouvons que nous réjouir de voir se développer, en marge des structures facultaires traditionnelles et entre universités, des instituts tels que l'IERM. En réunissant l'Université libre de Bruxelles et l'Université de Liège, cet institut offre à la communauté scientifique et à la société un écosystème de recherche innovant et profondément ambitieux. Il travaille aussi de la capacité de nos institutions à travailler ensemble autour d'objectifs communs, au-delà d'enjeux qui dépassent chacune d'elles. Dans un paysage académique parfois fragmenté, cette collaboration est un signal fort en soi, celui d'une volonté de co-construire des savoirs. Et bien sûr, ce projet ne serait pas complet sans son troisième partenaire essentiel, la SBL NEMA Cité Miroir. Sa présence est vitale car elle rappelle que les questions de mémoire ne relèvent pas exclusivement de la recherche académique. Elles concernent avant tout la vie de la cité, l'engagement démocratique, la médiation citoyenne et la transmission au plus grand nombre. NEMA Cité Miroir incarne cette articulation et son engagement permettra à l'Institut, mais aussi à nos institutions respectives, de rester en prise avec les réalités sociales, avec les publics, avec les débats que traversent nos sociétés et l'exigence d'une démocratie citoyenne et inclusive. Au nom de l'Université libre de Bruxelles, je souhaite donc saluer très chaleureusement toutes celles et ceux et remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui ont rendu possible la création de cet institut. Je tiens à remercier les fondateurs, les partenaires, à nouveau l'Université de Liège, NEMA Cité Miroir, ainsi que l'ensemble des chercheuses, chercheurs, équipes et personnes engagées dans ce projet. Leur travail, leur vision, leur détermination permettent aujourd'hui de donner naissance à un espace dont nous mesurons déjà toute l'importance. Et nous ne pouvons que formuler le vœu que l'Institut d'études et de recherche sur les mémoires devienne un lieu de référence, un lieu capable d'interroger les mémoires du passé, comprendre leurs usages présents et d'éclairer les responsabilités qui nous lient à l'avenir. Je vous remercie. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là, si nombreux. Alors ce soir, nous allons célébrer l'engouement d'un nouveau projet, faire l'éloge des savoirs et de la transdisciplinarité. L'IERM, lieu de mémoire et des mémoires, mais c'est aussi des chemins de recherche et de connaissance. Alors, nous avons réalisé, l'Université de Liège a réalisé une petite vidéo qui prend le temps, parce que la mémoire, elle se construit aussi avec le temps et le recul, pour essayer de comprendre au mieux ce qu'est cette nouvelle institution. Nous regardons tout cela dans le noir et avec un grand intérêt. L'Institut d'études et de recherche sur les mémoires, c'est d'abord une agora, c'est-à-dire un lieu de rencontre entre des chercheuses et des chercheurs qui travaillent sur l'objet mémoire. La mémoire individuelle, mais aussi la mémoire collective, et ceci en partenariat avec NEMA Cité Miroir, qui est le partenaire culturel d'une association entre l'Université de Liège et l'Université libre de Bruxelles. NEMA, au sein de l'Institut, il a le rôle de lien avec le citoyen. NEMA est situé au sein de la Cité Miroir, qui est un espace citoyen qui est accessible à tout le monde. Et c'est peut-être un peu l'objet de son rôle dans cet institut, c'est de faire des ponts entre l'académique et le grand public. On parle souvent de vulgarisation et c'est un peu un vilain mot dans sa composition parce que ça donne une connotation négative, alors qu'en fait l'idée ici c'est de faire des échanges et de faire du partage, et ça c'est beaucoup plus intéressant. Faire partie d'un tel institut, c'est une exigence à la fois académique et démocratique à mon sens. C'est une exigence
académique, parce qu'il faut en effet un lieu qui soit un lieu qui permette la mise en réseau des chercheurs, qui permette d'incuber les idées et d'offrir un espace de réflexion aux chercheurs. Mais c'est également une exigence démocratique, à mon sens, parce que nous vivons dans des sociétés qui se polarisent de plus en plus, où les narratifs sont de plus en plus différents quant à l'interprétation du passé. Et cela crée de la violence, cela crée du dissensus au sein de nos sociétés tellement fracturées. Donc il me semble que promouvoir la mémoire, c'est aussi une manière d'assurer en quelque sorte une exigence démocratique. Alors la mémoire ou les mémoires, c'est vraiment un phénomène qui est culturel, qui est social, qui est contextuel, qui dépend de la géographie, du genre, de plein de choses, des générations aussi. Et donc de ce fait, c'est vraiment important d'avoir des regards croisés. Moi, par exemple, en marketing, je mobilise énormément de théories de psychologie dans mes recherches. Et donc, c'est indispensable de parler avec des chercheurs qui ont d'autres perspectives sur la question. Pour moi, la recherche sur les mémoires collectives, c'est typiquement un objet interdisciplinaire. Donc, ça demande en fait de l'interdisciplinarité. C'est ça qui rend le sujet passionnant. Et donc le fait de rassembler des disciplines différentes dans un même institut, ça permet des collaborations, ça permet plus de visibilité, ça permet des perspectives qui ne seraient pas possibles autrement. Pourquoi est-ce que cet institut est pluridisciplinaire et pourquoi y participer? Parce que c'est extrêmement stimulant que de confronter son approche d'une question avec celle de collègues d'autres disciplines. Parce que ces approches-là se combinent pour améliorer la connaissance, éveillent la curiosité et finalement remplissent une nécessité qui est pour le chercheur d'aller à la rencontre des autres lorsqu'il travaille sur un objet d'étude. Je me suis particulièrement intéressé à une époque de ma carrière professionnelle au génocide qui a été commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994, un événement historique majeur dont les implications mémorielles ont été évidemment tout à fait essentielles. Et ce qui m'a intéressé en particulier, c'est la façon dont la mémoire Tutsi s'est inspirée de manière fort importante de la mémoire du génocide commis contre les Juifs durant l'occupation nazie entre 1940 et 1945. Je me suis intéressé aux mémoires collectives parce qu'en tant que chercheur en psychologie sociale, ce qui m'a toujours intéressé, c'est les liens entre les identités sociales, les représentations sociales et les relations entre les groupes sociaux. Et justement, la mémoire collective se trouve parfaitement à l'intersection entre ces centres d'intérêt. La mémoire collective, elle permet au groupe de se définir, et parce qu'elle permet au groupe de se définir, elle est un enjeu actuel, malgré qu'elle porte sur des représentations du passé. Et donc, les mémoires collectives vont se trouver au centre d'enjeux qui concernent les groupes sociaux, leurs relations, leurs définitions identitaires, leurs conflits ou leur processus de réconciliation. Et c'est ça qui me passionne. Alors je suis historien et donc j'étudie la présence du passé dans nos sociétés. Et les enjeux, ils sont considérables aujourd'hui parce qu'on vit dans une époque extrêmement tourmentée et quand les époques sont tourmentées, la référence au passé, la présence du passé est particulièrement active, que ce soit dans le discours politique, dans les manifestations sociétales, dans la propagande de guerre. Et donc, c'est un enjeu qui ne concerne pas du tout que les historiens, mais au contraire, c'est un enjeu politique d'une importance capitale. Alors moi, je suis professeure de marketing et en marketing, c'est important de s'intéresser à la mémoire parce que c'est un processus qui va faire que les consommateurs, à un moment donné, retiennent des informations qu'on leur a montrées, par exemple dans la pub. Et c'est grâce à la mémoire qu'ils développent de ces contenus publicitaires qu'ils vont prendre des décisions par après, par exemple d'acheter un produit. Les questions mémorielles qui ont intéressé les chercheurs durant ces dernières décennies avaient à faire avec les traumatismes engendrés par la violence du XXe siècle. Il s'agissait des deux guerres mondiales, il s'agissait des génocides commis au XXe siècle, il s'agissait des traumatismes de l'exil connus par les migrants. Et c'est vrai que ces derniers temps, c'est un autre traumatisme qui est privilégié dans les recherches sur la mémoire, à savoir celui de la colonisation. Alors pour moi, une question émergente, c'est la manière dont les conflits de mémoire se cristallisent autour d'objets du patrimoine. Ça peut être les manuels scolaires, ça peut être les espaces publics, ça peut être les musées, ça peut être le folklore.
Tout ça cristallise des relations intergroupes et mobilise des mémoires. Et ça peut mener soit à des tensions, mais aussi peut-être à des processus de réconciliation autour de ces objets patrimoniaux. Alors il y a un phénomène qui est très utilisé en ce moment dans le marketing, c'est la nostalgie. Donc les entreprises utilisent la nostalgie pour convaincre les gens d'acheter de nouveaux produits ou des produits qui ont été revisités de façon nostalgique ou vintage. Et du coup, mon rôle, c'est d'essayer de comprendre dans quelles conditions cette nostalgie qu'on essaye d'instiller au public va fonctionner ou non. Et donc ça fait référence aux souvenirs qu'on a de notre propre passé, par exemple, qui sont utilisés dans le marketing pour essayer de nous convaincre. Est-ce que la culture et la mémoire, c'est un couple? Je dirais non, pas vraiment, parce que si c'était un couple, ou en tout cas pas un couple exclusif, je dirais plutôt un duo qu'un couple, parce que la mémoire en elle-même recouvre tellement de champs qu'on peut sortir de la culture, et inversement pour la culture. Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, ce soir, j'ai la chance d'avoir en face de moi une assemblée à la fois auguste et amicale. Comme j'ai eu la chance d'avoir croisé dans cette aventure des personnes intègres et compétentes, comme Jean-Philippe Schreiber, Véronique Agranata, Jean-Michel Eusquin, le premier cercle, en quelque sorte celui des défricheurs. Mais dans ce premier cercle, il y a aussi nos deux rectrices, Anne-Sophie Nissen et Annemie Schoss. Elles nous ont accordé quelque chose d'inestimable, la confiance. Et bien sûr, il y a Axel Van Harten à qui Jean-Michel Eusquin a passé le flambeau de ce beau foyer qu'est Mnema Cité Miroir. Et puis il y a la septantaine de membres associés, chercheuses et chercheurs de toutes disciplines qui nous ont rejoints dans la première vague. Ils sont les pionnières et les pionniers de cet institut. Tout compte fait, il n'y a pas de premier cercle, il y a juste un cercle qui s'agrandit. L'IERM, c'est tout sauf une plateforme, c'est une démarche. Et en effet, les enjeux scientifiques et sociétaux actuels sont d'une complexité telle qu'ils impliquent une mobilisation interdisciplinaire forte, en particulier pour des objets comme la mémoire qui irradient dans l'ensemble de nos réalités. Et la diversité des membres associés de l'IERM fait dès à présent émerger des écosystèmes de recherche qui couvrent ces réalités. Mémoire, cognition, santé mentale. Mémoire sociale, politique, institutions, conflits, mémoire culturelle, histoire, art, texte, image, langue, rhétorique, mémoire matérielle, spatiale, urbaine et rurale, environnementale, technique, intelligence artificielle, patrimoine, institutions culturelles, archives, musées. L'IERM se veut un apport novateur à la fois dans la recherche mais aussi dans une production de connaissances destinée à s'inscrire dans une offre de formation originale. Il entend rayonner à l'international et multiplier ses liens par la capacité même de ses membres à en produire, à en tisser, et développer ainsi un réseau unique en son genre dans le vaste domaine mémoriel. Alors pour évoquer l'Institut d'études et de recherche sur les mémoires en 5 minutes, quand il en reste 2, il faut convoquer un maître, comme Shakespeare, dans Macbeth. Memory is the warder of the brain. Et il faut convoquer aussi ses traducteurs. The warder, le gardien, le veilleur, la sentinelle ou le geôlier. La mémoire qui protège, la mémoire qui enferme. La mémoire est la gardienne de l'identité. Sans mémoire, le cerveau serait un flux d'informations sans continuité. La mémoire conserve, trie, stabilise. Elle garde l'accès à ce que nous avons été. Dans cette perspective, la mémoire est ce qui empêche la dissolution du moi dans l'instant présent. La mémoire veille, sans elle, perception et décision deviennent fragmentaires. Sans elle, pas de capacité d'anticipation.
Et dans une approche collective, la mémoire assure la conservation et monte la garde sur nos archives, nos récits, nos patrimoines et nos matrimoines, nos monuments, nos commémorations, pour assurer une continuité de sens. On trouvera d'ailleurs dans la pédagogie associée à la mémoire une traduction interprétative récurrente, la mémoire est la sentinelle de l'esprit. Mais notre mémoire à chacun d'entre nous peut aussi nous enfermer dans le trauma, l'inhibition, le ressentiment, la peur, et s'ériger en surveillante de notre captivité. Et dans une approche collective, qui garde quoi? Qui décide de la frontière sur laquelle positionner la vigilance? Qui décide de ne pas oublier ou d'oublier? Qui orchestre les usages du passé? Et dans les temps d'épreuve, qui bafoue la sentinelle, la violente, et cherche à étouffer son tocsin? Merci à Shakespeare d'avoir en une phrase suscité tant de questions. Je vous invite bien sûr à découvrir notre site, institutmémoire.be. Si vous n'êtes pas investi dans des recherches sur les mémoires, je vous invite néanmoins, si vous le souhaitez, à devenir membre adhérent de l'Institut pour rester informé de nos activités. Je vous invite déjà au congrès international que nous allons organiser dans quelques mois sur le thème « La mémoire dans tous ses états, objets, méthodologie, enjeux, perspectives ». Le regard sur soi, c'est toujours un bon début. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Raxon. Alors, c'était l'Université de Liège, mais il y a aussi l'ULB. Je souligne, puisque c'est mon alma mater. Je ne suis pas liégeoise. On peut tous quand même avoir un petit défaut. Et donc, nous pouvons entendre maintenant le professeur Schreiber de l'ULB. Madame la rectrice, Madame la conseillère, Madame la directrice, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, chers et chers collègues, Mesdames, Messieurs, et puis chère Véronica, cher Philippe. L'écrivain français Marcel Proust, qui en savait long sur la mémoire et ce qu'elle nous joue comme tour, a eu ce mot d'esprit. Notre mémoire et notre cœur ne sont pas assez grands pour pouvoir être fidèles. La fidélité, tout est dit ici du redoutable relativisme de la mémoire, laquelle repose sur une sulfureuse dialectique de la réminiscence et de l'oubli. Selon notre orientation disciplinaire, nous donnons des sens différents, mais pas nécessairement contradictoires à ce que signifie la mémoire. L'historien que je suis la voit comme la présence du passé dans le présent ou la représentation du passé aujourd'hui, ou encore la manière dont nous racontons le passé. En ce sens, la mémoire ne nous apprend guère sur le passé, ce qui est plutôt le rôle de l'historien dans son atelier, mais en revanche, la mémoire nous en apprend beaucoup sur nous-mêmes, sur le présent dans lequel nous évoluons, sur l'état ambiant de notre société. Sa fonction sociale est manifeste. Elle contribue à construire nos identités et notre mémoire collective. Elle fait vivre le passé dans le présent. Elle construit notre rapport émotionnel au passé, nourrit la culture démocratique ou la contestation de celle-ci. Quand la mémoire va chercher du bois mort, elle ramène le fagot qui lui plaît, dit un proverbe africain. Car la mémoire est aussi l'objet d'instrumentations diverses au bénéfice de l'une ou l'autre cause. Dans les sociétés en conflit, les polarisations conduisent à raconter le passé de manière concurrente. Dans les sociétés en guerre, les partis en présence se renvoient des narratifs antagonistes et la narration du passé devient une arme, quelquefois une véritable arme de guerre, comme le montrent les conflits en cours entre Israël et la Palestine ou entre la Russie et l'Ukraine. Ces façons divergentes d'interpréter le passé sont certes des facteurs de désaccord, voire des facteurs de guerre. Dans le même temps, elles sont fascinantes, tant elles en disent long sur l'état de nos sociétés, tant elles en racontent sur nous-mêmes. C'est dire si pour l'historien, comme pour d'autres chercheurs en sciences humaines et sociales, voire œuvrant même, vous l'avez vu dans d'autres disciplines encore, les représentations du passé dans le temps présent
sont des objets de recherche captivants. C'est là l'une des raisons pour lesquelles nous avons décidé de mettre sur pied l'Institut que nous inaugurons aujourd'hui. Et il n'est pas étonnant que cette création se fasse en notre époque tourmentée. D'abord parce que depuis une trentaine d'années, nos disciplines ont questionné les grands traumatismes du XXe siècle, ce court siècle de violence qui s'étend de la Première Guerre mondiale à la chute du mur de Berlin, les deux terribles guerres mondiales, les génocides des Arméniens, celui des Juifs et des Tziganes, et enfin le génocide des Tutsis, le dernier du siècle. Et puis aussi les traumatismes des formidables transhumances humaines contemporaines, des migrations et des exils suscités par ces migrations. Et enfin, parce qu'aujourd'hui notre époque nous impose, poussée dans le dos par les plus jeunes générations, d'interroger notre passé colonial et les mémoires de ce traumatisme-là longtemps, trop longtemps ignoré. Pourquoi créer cet institut? Bien sûr pour les motifs académiques que vous imaginez, la mise en réseau, le croisement des disciplines, la transdisciplinarité toujours stimulante, le développement d'un écosystème de recherche fécond. Tout cela est bien entendu primordial et répond à la façon dont la science s'organise de nos jours. Mais il y a plus que cela. Cet institut repose sur un trépied. L'Université de Liège, on l'a dit, l'Université de Bruxelles, mais aussi Mnema et la Cité Miroir, ce lieu que vous connaissez bien ici à Liège, et qui s'appuie sur le passé pour construire aujourd'hui un projet culturel et démocratique fort, parce que la culture est le véhicule par essence de la mémoire. Car en effet, et j'en terminerai par là, en nos temps troublés, les sciences humaines et sociales ne peuvent rester en lisière de la société. Les dangers sont réels, la démocratie vacille, et nos institutions se doivent être des remparts contre les dérives autoritaires qui menacent nos sociétés. En ce sens, la création d'un institut tel que celui que nous inaugurons est un aliment clé pour contribuer à assurer la pérennité démocratique face aux défis et aux dangers que celui-ci doit subir, main dans la main, avec un partenaire de la société civile qui joue lui aussi un rôle crucial pour perpétuer le combat démocratique. Que vive l'Institut d'études et de recherche sur les mémoires. Merci beaucoup. Alors nous allons, pendant une petite quarantaine de minutes, on a pris un peu de retard, mais ce n'est pas grave, nous allons approfondir cet engouement et ces chemins de recherche. Vous allez voir avec un panel très intéressant. Donc c'est comme un plan de table, on est comme un dîner, donc je vais appeler les personnes en fonction du plan de table. Alors je vais me permettre d'appeler le professeur Emmanuel Damblon, tout d'abord. Voilà, c'est votre place. Oui, je suis un peu confuse de vous obliger. Le professeur Grandjean. Madame Van Artel. C'est comme un banc pour un examen. Le professeur Colette. Ici. Oui, ce sera moi. Alors notre grand témoin, le professeur Chartier, je vous en prie. Et le professeur Radermaker pour terminer. Je vous en prie. Alors si vous permettez, nous allons commencer par un petit tour de table, puisque nous passons à table, pour évoquer les uns et les autres votre engouement, votre sensation de chercheur ou d'impliqué dans une institution très importante qui est le Mnema, par rapport à cette institution. Alors, commençons par vous, si vous voulez bien. On ne vous a pas obligé à participer. Vous y êtes engagé. Pourquoi? Qu'est-ce que ça représente dans vos matières, cette adhésion active à l'Institut? Alors, je dirais que, en tant que chercheur, la mémoire, elle m'intéresse en partant du niveau biologique pour arriver vraiment au niveau humain de la personne, comment la personne interagit dans son environnement. Et donc, dans mon travail de recherche, c'est là-dessus que je me concentre, mais en tant que personne, en fait,
l'étude de la mémoire et s'impliquer et faire comprendre aux autres ce que c'est la mémoire, ce que peuvent être les mémoires et les problèmes que ça peut engendrer. En tant que citoyen, ça me paraît tout aussi important, donc ça me paraissait tout à fait évident de répondre à l'appel. Est-ce que ça aurait pu arriver plus tôt dans votre plan de recherche où il y a un momentum, parce qu'on se l'était dit avec le professeur Raxon, il y a quelque chose qui se cristallise pour l'intérêt pour la mémoire dans la recherche? Je dirais que l'intérêt en tant que la recherche en psychologie et neurosciences, en fait, ça fait longtemps, mais on s'intéressait vraiment au départ beaucoup plus à la personne. Et je pense que dans les groupes de chercheurs, l'intérêt pour la collectivité a émergé petit à petit. Et notamment, j'ai des collègues à Paris qui ont pas mal travaillé suite aux attentats du 13 novembre, etc. Et je pense qu'en effet, c'est un besoin de mieux comprendre comment se préservent les souvenirs, non seulement au niveau de la personne, mais au niveau de la société, et surtout comment est-ce qu'on peut manipuler les souvenirs. On a vu le film de George Orwell qui vient de sortir maintenant. De nouveau, on a envie de dire, mais enfin, c'était une dystopie, c'était pas un mode d'emploi, si je dois résumer l'impression qu'on a à la sortie de ce film. Donc c'est vraiment important de faire comprendre à tout le monde que la mémoire est fragile, non seulement individuellement, mais aussi collectivement. Et donc c'est le bon moment parce que le monde est dangereux pour le moment. Alors, professeur Damblon, pour vous, donc vous êtes professeur à l'ULB, vous appartenez à cette grande école de rhétorique de l'ULB, c'est l'école fondée par Perelman, si je ne m'abuse. Comment vous vous retrouvez à vous intéresser à la mémoire comme objet de recherche et comment vous engagez dans cet institut? Je dirais assez naturellement parce que vous avez la gentillesse de rappeler que je porte aujourd'hui l'héritage de ce qu'on appelle l'école de Bruxelles en rhétorique et qui donc a été créée par Chaim Perelman à l'issue de la Seconde Guerre mondiale avec ce constat tout simple, c'est que notre conception uniquement cartésienne de la raison comme cheville ouvrière d'une société politique n'a été d'aucune utilité contre la montée des propagandes et des violences qui s'en sont suivies. Et donc assez étonnamment, alors qu'il est juriste, philosophe et même logicien, il dit il faut retourner à la rhétorique classique, à la rhétorique antique, bien entendu en la réadaptant aux enjeux de la société. Et donc ça fait quelques années maintenant que j'enseigne et que je fais de la recherche en rhétorique, et c'est assez naturellement, dès qu'on fait de la rhétorique au sens c'est-à-dire on retourne à Aristote, c'est-à-dire à une société qui a vu que la parole publique avait besoin de cette discipline pour maintenir ou rétablir la démocratie. Il n'y a pas d'autre moyen que la rhétorique, même si elle est évidemment imparfaite et pas garantie, et qu'une fois qu'on a dit ça, eh bien, on argumente en réalité très très peu quand on prend la parole publiquement, mais on met en scène le plus souvent, quel que soit le type d'institution dont on s'empare, on met en scène nos mémoires individuelles et collectives, et en particulier un domaine qui m'intéresse beaucoup de ce point de vue-là, c'est l'enjeu et les fonctions du témoignage individuel, mais aussi des témoignages collectifs qui permettent de donner du sens à des événements qui peuvent être plus ou moins traumatisants, ça dépend. Et là, effectivement, comme plusieurs collègues l'ont dit dans le petit film qu'on a vu, c'est un enjeu, je pense, qui se ravive d'une façon extrêmement aiguë quand les sociétés sont en crise. Et puis j'ajouterais... C'est la place du témoignage ou du témoin qui vous intéresse? Ah ben ça c'est vraiment une question intéressante. Je m'intéresse personnellement à la place du témoin. Je peux peut-être vous donner un petit exemple pour... ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'enregistrer des témoignages individuels de personnes qui ont vécu tel ou tel événement. Traumatisant ou pas?
traumatisant ou pas, mais généralement quand on prend la parole pour témoigner de quelque chose, c'est pas de ce qu'on a mangé au petit déjeuner. Donc il faut quand même qu'il y ait un événement qui nous paraît au moins une péripétie dans la vie, même si c'est pas une épreuve dramatique. Une expérience. Voilà, exactement. Et donc, j'en profite pour dire aussi que notre façon de faire de la rhétorique dans mon équipe de recherche est très interdisciplinaire. On travaille avec des psychologues, des anthropologues, etc. Et donc, mon exemple, c'est un des derniers mémoires que j'ai co-dirigé avec la faculté de psycho. C'était sur des personnes qui ont témoigné d'un accompagnement d'un proche en euthanasie. Et la question qui se pose, on a enregistré plusieurs témoins, et l'idée c'est de retranscrire des micro-détails de leur façon de mettre en mots, de mettre en discours ce qu'ils ont vécu. Et même si c'est des personnalités complètement différentes, l'un des points communs qu'ils ont, c'est qu'ils doivent raconter l'événement comme étant agent volontaire et même positif de quelque chose qui anthropologiquement est terrible, c'est-à-dire souhaiter la mort de quelqu'un. Et donc ce dilemme, les psychologues ont leur méthode, mais nous arrivons en entrant dans l'observation des micro-détails de la façon dont le témoin, par exemple, va utiliser des figures de rhétorique ou des métaphores pour parler d'un entraînement. Oui, ce qui vous intéresse n'est pas ce qui intéresse le psychologue ou même l'historien ou même l'historien des sciences. C'est-à-dire qu'on n'entre pas par la même porte, mais comme ça a été dit tout à l'heure aussi, évidemment l'enjeu c'est qu'à un moment il y ait un carrefour où on se dit mais c'est important que ces disciplines se mettent ensemble pour pouvoir en sortir quelque chose. Et c'est là ce qui s'est passé autour de ce mémoire, parce que les psychologues ont leur méthodologie, ils entrent, je dirais, par des grandes thématiques, alors que nous, on entre par des micro-détails de, par exemple, pourquoi tout à coup ce témoin utilise la métaphore de l'entraînement sportif ou de la construction d'une maison, alors qu'il ne s'agit pas du tout de ça. Et on comprend que c'est une stratégie tout à fait spontanée, évidemment, du témoin pour donner à cet événement un sens positif dans lequel lui et son entourage, y compris la personne qui va décéder, ont été solidaires d'un moment important et collectif. Merci beaucoup. Alors, professeur Grandjean, on a entendu ici on n'a pas approfondi, mais on se doute bien qu'il y a des protocoles, parce que s'il y a témoignage, il y a question. C'est-à-dire il y a un protocole, des questions qui doivent s'établir pour susciter la mise en branle de la mémoire. Vous, dans votre spécialité, qu'est-ce que vous mobilisez? Qu'est-ce qui vous intéresse dans les ou la mémoire? Alors moi, le monde s'est effondré sous mes pieds quand j'ai rencontré Philippe Raxon. Il m'a connu tout petit, hein, Philippe Raxon, et il m'a vu grandir. Et donc, j'ai compris que l'histoire n'existe pas. Parce qu'en fait, l'histoire n'existe que par le récit qu'on en fait. Par la construction, vous le direz? Oui, la construction, qu'elle soit sociale, individuelle, et d'ailleurs c'est Paul Ricoeur qui le disait, hein, comment est-ce qu'on peut avoir la certitude que quelque chose a existé? En allant chercher le témoin. Et les archives ne font jamais que transcrire des témoignages. Moi, ça m'a complètement perturbé. Mais le professeur Raxon fait quand même la différence entre le document et le témoin. Bien sûr, et il a quelques articles, je dirais, majeurs, notamment dans un ouvrage sur la concurrence mémorielle, le professeur Raxon, qui sont fondamentaux. Mais ça m'a terriblement angoissé, puisque je me suis dit, mon Dieu, on peut faire dire tout ce qu'on veut au passé. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, si on peut faire dire tout ce qu'on veut au passé, il faut commencer à analyser ce qu'en disent notamment les représentants politiques et les représentantes politiques, parce qu'ils font vivre ce passé, notamment par des lois mémorielles, c'est-à-dire des textes qui vont à un moment donné figer dans un contexte particulier une certaine histoire. Et c'est bien cette concurrence qui va animer, je dirais, ma volonté de rentrer dans le champ des mémoires. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la notion de loi mémorielle, puisque
pour notre Assemblée? Alors, Qu'est-ce que comme vous le entendez savez, par là? vous mettez 2 ou plusieurs scientifiques dans une salle, ils ne seront jamais d'accord. Oui. Donc même sur le concept, ça va être compliqué, mais c'est l'idée qu'à un moment donné, on va avoir des Faisons législations. consensus, allez. Non, je n'aime pas faire consensus. Non, on a bien remarqué, mais... C'est l'idée qu'à un moment donné, des législateurs vont s'intéresser à certains faits du passé et ils vont les rendre plus ou moins présents, soit en reconnaissant certains faits passés, soit en sanctionnant, en pénalisant leur négation, soit en commanditant des études officielles sur le passé, et donc vont mettre l'éclairage sur certains faits passés avec plus ou moins de force contraignante, avec, je dirais, le chemin ultime qui est celui de la pénalisation du négationnisme, qu'on connaît très bien en Belgique et en France. On pourrait peut-être prendre comme exemple quelque chose de plus ou moins récent, quand le Sénat a commandé une étude sur les actions de la SNCB dans les déportations pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que ça, c'est une action mémorielle politique? C'est ce que j'appelle en effet un instrument mémoriel. J'inclus dans cela les instruments mémoriels. Et donc oui, c'est le cas, mais ça peut être aussi une commission d'études, des commissions d'enquête parlementaire sur l'assassinat de Lumumba qui refait l'actualité. J'avais pris les SNCB puisque c'était plus consensuel, même si les conclusions l'ont été moins. Mais en tout cas, et dans ce cas-là, l'historien est instrumentalisé aussi dans sa démarche. Je ne sais pas s'il est instrumentalisé, je pense qu'on va chercher à un moment différents points de vue, et on a aussi besoin de l'historien parce qu'il arrive avec tout son appareillage de critique historique, ce que n'ont pas nécessairement les autres disciplines. Et de ce point de vue-là, ils nous permettent quand même aussi de mettre le doigt sur certaines réalités historiques qui existent quand même. Alors, on vient de parler d'histoire, et de l'histoire, vous étiez déçus puisqu'il y avait plusieurs histoires, plusieurs récits. Où mettez-vous la mémoire dans votre réflexion? La mémoire, elle est pour moi un enjeu qui doit nous poser la question suivante. Qu'est-ce qu'on veut comme société? C'est-à-dire que la mémoire nous fait faire quelque chose maintenant et pour le futur. Et c'est pour ça que je trouve que la mémoire est intéressante, parce qu'en fait, tous ces récits nous posent une question, c'est comment allons-nous vivre ensemble? On est d'accord à un moment donné par rapport aux faits passés, parce qu'on donne un certain sens commun à cette réalité historique. Et c'est pour ça, je trouve que la mémoire est vraiment stimulante, c'est qu'elle nous donne en fait un horizon futur vers lequel nous voulons ou non aller. Alors, ce nouvel établissement scientifique, c'est un institut qui est un lieu aussi, pas qu'un lien. Pourquoi est-il important dans votre recherche et pourquoi y adhérer? Mais parce que nous, scientifiques, nous ne sommes pas omniscients. Donc on a besoin des autres disciplines pour apporter un éclairage. Il y a plein d'exemples qui montrent qu'en génétique, en architecture, en histoire, en sociologie, en psychologie, il y a des apports que je ne sais pas traiter parce que ce ne sont pas mes disciplines. Mais sur ces apports, on peut dialoguer. Et c'est là l'avantage d'un tel institut ici en Belgique francophone. Vous avez déjà l'idée de ce que vous allez pouvoir étudier plus particulièrement grâce à l'existence de l'IERM? On a parlé de la rhétorique, je fais aussi de la rhétorique politique. Or, c'est rempli d'exemples de mobilisation du passé, mais Fabienne Colette qui est à côté de vous, moi je rêverais de mettre certaines personnes, notamment au cyclotron, pour les faire travailler sur des sujets et voir ce que ça donne quand on analyse le fonctionnement du cerveau. Et comme politologue, je suis fasciné par tout ce courant de psychologie politique. Donc aussi. Vous pourriez déjà déposer un projet de recherche. Il faut écrire ce projet, mais avec grand plaisir. S'il y a de l'aide, je vois qu'il y a de l'aide parmi nous. Oui, je sais, parce qu'il faut aussi de l'argent, mais disons que ce n'est pas que pour faire joli. Non, absolument pas. Que c'est vraiment un accélérateur de savoir cet institut. Tout à fait. Ok, donc je ne vous demande pas de donner le titre. Non, parce que si je dois sortir cette soirée en me disant que pour demain, à 6h, je dois rédiger un projet, je vais très mal dormir. Oui, bien sûr. Alors, Anne-Sophie Radermaker, c'est l'historienne de l'art de la soirée. Est-ce que, dans votre rôle de professeur, dans vos recherches en gestion culturelle et en histoire de l'art, vous voyez dans cet institut une opportunité pour des recherches dans vos matières? Oui, absolument, et à différents niveaux. Quand on étudie l'histoire de l'art, l'histoire des cultures matérielles, visuelles, inévitablement, on travaille avec les objets qui ont une nature créative, artistique, artisanale dans certains cas. Et donc, ce sont, par presque définition, des objets qui sont des traces matérielles du passé, qui véhiculent toute une série d'histoires, de récits, de pratiques, d'usages, et donc par là aussi de mémoire. Et dans nos
projet actuel, c'est assez intéressant. On parvient à s'intéresser à différents niveaux de mémoire, dans le sens où on peut s'intéresser à des objets plutôt du quotidien, par exemple, qui font partie d'un patrimoine plus informel, et de l'autre côté des objets d'art qui font plutôt partie d'un patrimoine officiel. Et le rapport à la mémoire va être très différent en fait entre ces objets. Ce qu'on aime faire dans nos recherches, et c'est là que ça trouve une certaine résonance avec les objectifs de l'Institut, c'est de voir comment les objets sont à nouveau des supports matériels de mémoire, et ces objets ont une valeur aujourd'hui, et on peut les envisager de la sorte. D'un côté, ces objets véhiculent toute une série de mémoires, justement, une mémoire sociale, une mémoire historique, une mémoire symbolique, une mémoire Si vous deviez technique. prendre un exemple. Ben, voilà, on est à Liège, on s'intéresse assez bien à justement un patrimoine qui a été un petit peu, pas invisibilisé, mais qui n'a pas été toujours perçu comme étant celui le plus fortement doté d'une grande signifiance culturelle. Par exemple, du mobilier liégeois, mais plutôt la production au XXe siècle, du Val Saint-Lambert, mais plutôt les pièces ordinaires dont on célèbre aujourd'hui le bicentenaire. Et on s'intéresse particulièrement à ce patrimoine qui a été pendant tout un temps jugé... oublié, mais... Parce que jugé sans intérêt. Voilà, la mémoire culturelle, elle se matérialise par le biais d'une série d'institutions, de profils, d'acteurs qui vont à un moment décider qu'est-ce qui entre dans la catégorie de patrimoine, qu'est-ce qui reste aux marges de celle-ci. Et donc nous, on essaie vraiment de s'intéresser à ces objets qui relèvent quand même, qui présentent une valeur, une série de valeurs et une série de mémoires, mais aussi une série de potentiels. Et c'est là que c'est intéressant, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut d'une manière ou d'une autre réactiver certaines mémoires qui sont latentes, certaines mémoires de l'objet qui se sont estompés au fil du temps pour toute une série de raisons, et de voir comment est-ce qu'on peut les réactiver pour redonner aussi un sens à ces objets aujourd'hui, par rapport à des modes de consommation, par rapport à les potentiels que ces objets possèdent encore aujourd'hui. Et ce qu'on observe dans nos recherches, c'est que, inévitablement, quand on part d'un objet, on a besoin comme ça a été dit, de ces regards de différentes disciplines, et dans des matières comme la gestion culturelle, ou d'ailleurs tout ce qui est art et culture, c'est toujours associé à différentes disciplines, sociologie, d'art de la culture, économie, d'art de la culture, donc on a vraiment besoin de rassembler ces disciplines, et le fait de créer un institut de ce type, moi c'est ce que je trouve aussi, même au-delà vraiment de l'objet d'étude qui nous concerne ici, la mémoire, c'est vraiment la perspective, la possibilité effectivement de rencontrer, de confronter les méthodes, de connecter avec des chercheurs, d'être réunis vraiment autour de cet objet d'étude. On y est confronté au quotidien de nos recherches, c'est compliqué, parce qu'on n'a pas toujours tous les outils en étant formé à l'histoire de l'art ou dans les sciences humaines et sociales. Et donc, ça nous challenge quelque part aussi de pouvoir se familiariser et trouver aussi les limites, là où à un moment, on ne peut pas aller plus loin. Puisque le professeur Raxon disait que ce n'était pas une plateforme, c'est vraiment un lieu de challenge où on va se challenger, où on apprend des autres. Vous, vers quelle discipline présente dans l'Institut vous pourriez vous tourner, auquel vous n'aviez absolument pas pensé avant la création? Parce qu'on a vu toute une liste tout à l'heure. Oui. Il y avait même des bio-ingénieurs, sciences vétérinaires, les sciences vétérinaires. Alors, on voit bien quelle mémoire les historiens sociaux, on entend bien quand on fait de l'histoire de l'art, et même la mémoire anthropologique, etc. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent activer vos recherches? Il y a des disciplines qui vont plus intuitivement l'une avec l'autre, d'autres effectivement qui amènent un peu plus de défis. C'est vrai que les sciences cognitives et psychologiques sont assez à la mode en sciences humaines et sociales pour le moment, et on a envie d'aller vers ce genre de méthodologie, de pratique, dans le cadre d'un projet, justement sur ces objets-là. On essaie de mieux comprendre la perception des objets anciens auprès des nouvelles générations, en utilisant des technologies d'Ice Tracker, etc., pour essayer de comprendre un peu leur expérience face aux objets anciens. C'est une première étape, mais je trouve que ce n'est pas encore assez suffisant pour aller voir au-delà. L'intelligence artificielle aussi, grâce maintenant à la plateformisation et à ces nouveaux marchés en ligne où on a tous ces objets qui commencent à transiter de manière beaucoup plus visible, là où par ailleurs à l'époque ça circulait via des brocantes, par exemple, dans des lieux de marché où on n'avait pas cet archivage finalement des données, ce qui est permis maintenant grâce en ligne. Ça amène à des multitudes de données qui attendent encore d'être utilisées et pour lesquelles des technologies qui relèvent de l'intelligence artificielle sont nécessaires. Et là, on essaye de se connecter avec des collègues dans ces matières-là et je pense que l'Institut,
idéalement, on doit essayer d'aboutir à ce genre de projet vraiment commun où chacun, voilà. Vous l'attendiez ou c'est une opportunité qui s'offre? C'est-à-dire que vous pouviez le verbaliser avant cette fondation par le professeur Raxon et Schreiber? Alors, là, je parle complètement à titre personnel, mais c'est vrai que en étant sortie des études et d'une thèse il n'y a pas si longtemps, dans un scénario très utopique qui, je ne pense pas, arrivera prochainement, mais de voir plutôt les facultés en fait se changer au profit de thèmes de ce type autour desquels les différentes disciplines se rassemblaient. Plutôt vraiment les. Oui. Je sais qu'on n'y est pas, mais ce type d'institut en fait répond à ce genre de demande et c'est extrêmement intéressant. Mais après, c'est tous les enjeux de préserver à la fois la disciplinarité et l'inter ou la transdisciplinarité. Mais donc oui, ça c'est quelque chose qu'on cultive et qu'on aimerait voir un jour. Et ce type d'institut répond à cette demande-là autour d'un objet, mais il y a d'autres objets d'études qui existent par rapport à d'autres objets. Ou d'autres, par exemple, moi qui m'intéresse particulièrement au champ des Art Market Studies et de la circulation des biens culturels et du marché d'art plus généralement. Par exemple, la question du trafic illicite des objets culturels. Il y a des instituts qui existent, notamment en Italie, vraiment sur le même principe. Sur le trafic ou sur la... Non, mais pas sur la mémoire. Pas sur la mémoire nécessairement, mais qui invite plutôt dans le mécanisme de regrouper vraiment différentes disciplines autour d'un objet d'étude, d'enjeux sociétaux. Et c'est ce que fait ici l'IERM. Et donc oui, ça répond vraiment, je pense, à une demande. Donc vous êtes prête aussi à rentrer un projet? Oui. Enfin, c'est pour faire vivre. Bien sûr. Pour faire vivre. Alors, évidemment, vous êtes l'association citoyenne, hein, c'est quand même emblématique à la Cité Miroir. En plus, ça vient de Mnémosyne, donc vous avez la muse sur l'épaule. Quand vous entendez les différentes disciplines de recherche, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous vous voyez être la médiatrice, puisque vous avez dit que la vulgarisation c'était un vilain mot, ce qui est vrai, la médiatrice vers le grand public avec une fonction démocratique, politique? Alors, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec les pré-projets là, qu'on annonce et qui vont être rendus demain à 8h, moi j'ai ma programmation pour 27-28. Donc ça, c'est très bien. Mais en tout cas, oui, toutes ces idées sont extrêmement inspirantes pour être relayées dans la société civile. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le travail qui est fait au niveau de la mémoire, au niveau des associations telles que MNEMA, mais pas que MNEMA, il y a les territoires de la mémoire, par exemple, aussi, qui travaillent sur les questions mémorielles, elles sont encadrées dans un décret qui est un décret de la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui a une définition de ce travail de mémoire qui est relativement restrictive, c'est-à-dire que dedans, on y inclut... Lié à un moment historique lors de sa création. Oui. Voilà, c'est absolument, et qui était lié, notamment, et qui est lié à la question des conflits, des génocides, de la résistance. Et donc, c'est vraiment ces thématiques-là qui sont plébiscitées dans le décret mémoire. Pourtant, il y a des tas d'autres mémoires qui sont extrêmement importantes à travailler, qui aujourd'hui ne sont peut-être pas relayées de la même manière dans le grand public. On parle par exemple, on a parlé tout à l'heure de la colonisation, mais on pourrait parler aussi, par exemple, des conséquences du Covid sur la mémoire collective et individuelle. Et c'est vrai que ces questions-là, aujourd'hui, je pense qu'il y a une attente dans la société civile qu'elles soient également traitées. Et cette collaboration avec l'ULB et l'Université de Liège et des chercheurs qui vont aussi venir d'autres institutions, ça va probablement nous permettre de pouvoir présenter aux citoyens un travail qui est fait sur d'autres thématiques et peut-être aussi, espérons-le, faire un petit peu bouger les lignes au sein du décret où on pourra élargir un peu les thématiques et utiliser cette transdisciplinarité pour arriver à une transversalité vers le citoyen. Vous pourriez être un moteur, faire des propositions de recherche en étant le go-between entre les citoyens, le public et les universitaires? Alors, je ne sais pas si on pourrait proposer vraiment des propositions de recherche, je pense qu'on n'a pas nécessairement les compétences pour faire ça, mais par contre, des sujets qui en tout cas sont relayés par les questions des citoyens, on peut en effet les relayer au monde académique et peut-être susciter alors des idées de recherche au sein de l'Institut, ça je pense. Oui. Est-ce que vous pensez que, avec vous, puisque c'est un trépied, on l'a dit, hein, l'Université de Liège, le ULB et MNEMA, est-ce que, avec vous, c'est une façon de redonner une place dans la cité au savoir, à la recherche, aux chercheurs, aux scientifiques?
Je l'espère vraiment, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde académique parfois est mis un peu en difficulté dans la perception du grand public. Je pense que cette perméabilité entre les universités et MNEMA va permettre de relayer par des biais aussi qui ne sont peut-être pas toujours des biais de conférences, etc., mais par des axes plus culturels, par des expositions, par des pièces de théâtre, de pouvoir aussi relayer le travail académique d'une manière un petit peu alternative. On peut imaginer par exemple une pièce de théâtre. Récemment, on a eu une pièce de théâtre sur le génocide arménien qui s'appelle Pieds nus. On a eu un bord de scène avec des académiques après. Et donc ça permet de faire des liens entre le travail culturel, le travail mémoriel naturellement et la perception académique. Et quelle place donnez-vous à l'académique justement dans votre travail sur les mémoires? C'est le respect des faits, c'est venir reposer l'histoire pour renourrir les mémoires, vous voyez, ou c'est expliquer que la mémoire se construit d'abord sur un savoir? Je ne sais pas si elle se construit d'abord sur un savoir, mais en tout cas, elle est en échange permanent avec un savoir. Et je pense que ça permet malgré tout de nous donner d'abord des appuis avec des faits où effectivement, là, il faut qu'on puisse sortir parfois de la question du ressenti et avoir des faits, mais c'est peut-être aussi donner la question du ressenti sur les faits, parce que là aussi, je pense que sans les deux qui se croisent, on fait des cloisonnements, et qui sont parfois les cloisonnements qui mettent peut-être les distances entre une perception du monde académique et peut-être de la société civile. Justement, on parlait de la mémoire du Covid. Vous savez que pour le moment, la mémoire du Covid, elle revient, enfin, au centre des conversations, hein, vous voyez à quoi je fais allusion. Justement, cette mémoire du Covid, c'est un objet nouveau, et c'est une mémoire collective et aussi une mémoire individuelle. Est-ce que vous pourriez vous emparer de ce sujet, par exemple? Oui, tout à fait. On l'a déjà fait d'ailleurs. Oui, je sais que c'est pas nouveau, mais non, mais je veux dire, nous ici oui, à Liège, on l'a déjà fait. Ma collègue Christine Bastin, qui est par là, je ne le vois pas exactement. Elle a des données qui montrent en effet comment les gens se sont emparés de leur vie pendant le confinement et comment ça a influencé sur le fonctionnement de la mémoire, la qualité des souvenirs, etc. Et si je dois résumer de façon très, très, très résumée, Christine a notamment montré que le fait d'être confiné, d'avoir peu d'activités diverses et valorisantes, en fait, ça joue à la fois sur le bien-être, donc on se sentait moins bien parce qu'on faisait moins de choses, moins diverses, et aussi sur la qualité de nos souvenirs pendant cette période. Les souvenirs étaient beaucoup moins précis, je veux dire. Donc voilà, il y a en effet moyen de s'emparer de cet objet de recherche. Donc, on l'a déjà fait. Et en effet, il y a toutes les thématiques qui ont été abordées ici. Moi, je m'amuse en me disant, oui, c'est des tas de manips qu'on pourrait faire au labo. Donc, par exemple, on pourrait... 8 heures demain, vous avez compris. Oui, on pourrait imaginer, enfin, je dis un peu n'importe quoi, hein, mais bon, voilà, des politiques et du public tout venant qui va visiter une expo à MNEMA, et on a un casque de réalité virtuelle, on regarde où les gens fixent leur attention, etc. Et puis, après, Christine leur fera des tests de mémoire au labo pour voir ce qu'ils ont retenu, et après, on les met dans une IRM pour voir si, je sais pas moi... De nouveau, je dis n'importe quoi, mais c'est des hypothèses qui pourraient être testées. Ce sont des hypothèses, voilà. C'est pas n'importe quoi, ce sont des hypothèses. Oui, mais par exemple, avec un public tout venant, face à des photos, je sais pas moi, sur le génocide, on aurait une activité liée à la valence émotionnelle beaucoup plus importante que chez des politiques qui verraient plus l'aspirationnel. Comment peut-on éviter cela? Donc vous pourriez aussi établir un protocole avec monsieur sur ce que mobilisent les politiques en matière de mémoire au moment de commémoration, par exemple. Tout à fait. Et donc là, on peut se retourner vers les autorités pour demander des sous. Oui. Parce que donc, ça, on a dit qu'on ne parlait pas, évidemment, du financement, mais c'est aussi le nerf de la guerre, puisque tout le monde a la volonté mais il faudra aussi pouvoir trouver de l'argent pour financer des recherches à partir de l'objet mémoire. Alors je me tourne quelques instants vers notre grand témoin. Que pensez-vous de cet institut?
Vous qui avez travaillé sur l'histoire culturelle, sur les mémoires et sur l'histoire du livre. Bon, ben, être témoin du mariage des disciplines Oui. est toujours une tâche agréable et profitable, parce que j'ai beaucoup appris en écoutant les collègues et en connaissant les grandes lignes de l'Institut. Les trois intérêts fondamentaux sont le croisement des disciplines, justement, ce mariage. Ce sont la pluralité des objets et c'est aussi, évidemment, la dimension civique donnée à la recherche universitaire. Donc, le projet est impressionnant et je suis sûr que les réalisations le seront encore plus. Ce que je voudrais simplement ajouter, pour ne pas répéter ce qui a été dit, c'est un mot qui n'a été que prononcé, je pense que 2 fois. C'est celui d'oubli. Oui. Et prononcer le mot d'oubli est tout à fait fondamental, puisque d'un côté, si l'oubli est absolu, il n'y a pas de discussion de mémoire. Elle disparaît dans cet oubli qui l'ensevelit. Mais, si vous vous souvenez à la fois du livre de Paul Ricoeur, Mémoire, Histoire, Oubli, et de la citation qu'il fait de Heidegger, que j'ai ici, le souvenir n'est possible que sur la base d'un oublié et non pas l'inverse. C'est-à-dire que l'oubli, que Ricoeur qualifie d'oubli de réserve, est justement de ne plus rendre omniprésents et étouffants les souvenirs, qui peuvent être une paralysie, et il cite d'ailleurs une magnifique texte de Borges, Funes el Memorioso, qui ne peut pas penser, qui ne peut pas dormir, qui ne peut pas rêver, parce que sa mémoire le mange. Oui. Sa mémoire le paralyse. Et donc, l'oubli est nécessaire, mais il est de réserve dans la mesure où, par différents procédés, il peut être cet oubli oublié et qui peut faire revenir à la mémoire ce qui a été mis en réserve, de façon à libérer l'esprit pour la création, la pensée. Oui, puisqu'il n'y a pas de mémoire sans l'oubli. Les Grecs, voilà, et c'était Jacqueline de Romilly qui avait écrit de très beaux textes là-dessus, mais l'oubli pourrait être aussi un champ de recherche. Oui, je crois qu'on pourrait ajouter d'ailleurs Institut d'études de recherche sur les mémoires et l'oubli, dans la mesure où l'oubli serait la condition de possibilité d'une mémoire que par ailleurs, et ça rejoindrait les préoccupations civiques du projet, Ricoeur appelle une mémoire équitable, c'est-à-dire qui peut se nourrir à la fois d'un savoir scientifique de façon à corriger ce qui peut être parfois des oublis ou des déviations ou des fanatismes de la mémoire. Et donc je pense que cette centralité finalement paradoxale de l'oubli dans un projet d'Institut des mémoires pourrait être intéressante à poursuivre et analyser, dans la mesure où, effectivement, l'oubli comme condition de la mémoire est fait de la mémoire une possibilité d'un partage, la possibilité d'un guérir des blessures ou des souffrances. Et ici, l'histoire peut entrer en jeu, puisque ce savoir partagé, qui serait celui de l'histoire, peut permettre de rendre plus conciliables différentes mémoires opposées pour de multiples raisons, dont certaines ont été évoquées au début de cette réunion. Alors justement, professeur Damblon, on parle de l'oubli, donc l'oubli est aussi un acte de mémoire. Parfois l'oubli est involontaire, parfois l'oubli est volontaire, et comme vous travaillez sur le témoignage, en rhétorique, l'oubli a de la place. Comment faites-vous pour traiter avec les témoins que vous interrogez l'oubli, pour travailler sur leur mémoire? Mais je dirais qu'encore une fois, il y a une dimension à la fois individuelle et collective, et que ce serait intéressant aussi de faire avec des disciplines différentes comme de la psycho, de l'anthropo, des sciences po, faire entrer en dialogue les enjeux de l'oubli et de la mémoire au niveau individuel et collectif. Je pense, parce que ça c'est aussi de la rhétorique, qu'il y a des sociétés qui prônent ou qui ont prôné jadis le devoir d'oubli pour pouvoir repartir de zéro. Et ça pose évidemment toutes sortes de problèmes. Comment mettons en scène par le silence, par des
par des évocations ou encore une fois par des métaphores ce dont on ne peut parler. Hein. Comment dire l'ineffable, ça c'est un grand sujet qui concerne aussi bien les sociétés au sens collectif. Oui, parce que mais je aussi... vous interromps, mais vous Oui. travaillez sur les mots. Et Oui. comme il y a du témoignage traumatique, le mot est parfois inopérant, c'est-à-dire il n'arrive pas. C'est exactement ça. En fait, en gros, vous avez mis le doigt dessus. Et encore une fois, ça vaut aussi pour les événements collectifs, y compris ce qui s'est passé au moment du Covid pour certains. C'est que l'enjeu du témoin, c'est d'exprimer l'ineffable. Et c'est pour ça qu'on fait de la rhétorique. Parce que sinon, on se tait. C'est toujours un défi de prendre la parole pour témoigner. Justement parce qu'on a quelque chose à dire qui dépasse l'entendement, qui peut paraître invraisemblable, ou bien entendu dans des situations, je pense, et on a beaucoup parlé de viol ces derniers temps, ou de harcèlement, ou de violence sexuelle. Une des premières réactions, qu'elles soient individuelles au sein des familles ou du collectif, c'est le témoin se dit on ne me croira pas. Donc mais ma parole est inutile. Oui, et du coup, il met en scène lui-même, c'est le professeur Chartier tout à l'heure qui parlait ça m'a fait penser au gardien du seuil, le gardien de la mémoire, non, c'était le professeur Raxon, désolé. Mais voilà, c'est-à-dire on est le témoin à son gardien du seuil, et en même temps, souvent, vous voyez, dans les traditions antiques, le témoin, c'est le prophète. Vous avez remarqué, généralement, le prophète, il ne veut pas y aller. L'un ou l'autre Dieu lui dit, tu dois aller porter la bonne parole. Et il dit, non, non, moi, j'y vais pas. D'abord, je suis bègue, je ne sais pas parler. Demande à quelqu'un d'autre. Et finalement, il doit y aller. Mais ça met en scène ce défi qui est, pour utiliser un grand mot savant en sémantique, de l'effabilité des représentations. Et c'est bien pour ça qu'on est des êtres rhétoriques. On a besoin de cette parole qui contourne l'ineffable par des figures. Professeur Grandjean, on parle ici des mots et du témoignage qui, en général, on met les mots, on décide de parler sur des choses extraordinaires. On met des mots sur ce qu'on considère comme quelque chose qui est une rupture. Dans vos recherches, vous ne travaillez pas que sur le dit politique extraordinaire. Mais ça veut dire que ça réduit, pour travailler sur la mémoire, le champ. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Ça veut dire qu'on ne parlerait que de choses, voilà, que la mémoire ne se construirait que sur des choses extraordinaires. Et en même temps, je vais prendre un exemple qui montre qu'on construit nos sociétés sur des choses extraordinaires. On a parlé de la Seconde Guerre mondiale et du génocide. Je reste convaincu que l'Union européenne et le modèle européen qu'on connaît maintenant, c'est construit sur un drame, c'est-à-dire comment l'humanité était capable de s'entretuer. Et c'est quand même incroyable de se dire que c'est la plus longue période de paix qu'on ait connue, je dirais, sur 2000 ans d'histoire en Europe, et grâce à cela. Alors, je repensais... Et sur une reconstitution, on a quand même décidé d'une mémoire sur un discours des vainqueurs. Oui, et alors je repensais, quand vous parliez d'oubli, ça me faisait penser à cette citation de Winston Churchill, lorsqu'il veut à la fois châtier l'Allemagne et qu'il dit « il faut un acte béni d'oubli ». Et il considère qu'on ne pourra refaire société qu'en oubliant certaines atrocités. Et donc ça, c'est particulier, parce que ça signifie qu'on vit avec un traumatisme qu'on veut oublier, mais qu'on rend, en l'oubliant, omniprésent. Hein. C'est le propre de l'oubli, et c'est pour ça que c'est important d'insister sur l'oubli. C'est que l'oubli rend la mémoire d'autant plus présente. Si vous enlevez une plaque commémorative ou une plaque dans la rue, et que vous remettez une autre, on va se rendre compte qu'elle a été enlevée. C'est-à-dire que l'acte d'oubli rend le passé d'autant plus présent. Or, la société politique, et c'est la même chose avec l'édit de Nantes après la Saint-Barthélemy, on doit oublier. Autrement dit, on rend présent par l'oubli. Et je trouve, pour essayer de boucler la boucle avec cette approche interdisciplinaire, que moi, ça me pose question d'essayer de croiser les dynamiques qu'on voit dans des sciences qu'on considère comme dures dans nos sciences sociales.
je pense à Alzheimer. Je me rends compte qu'on n'oublie pas tout de la même manière. Et c'est perturbant. Hein. Et je me dis, il y a des processus biologiques. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut adopter les processus biologiques au monde social. Je veux juste dire qu'il y a peut-être des apports scientifiques qui nous permettraient de comprendre aussi comment fonctionne l'oubli d'un point de vue social, sans nécessairement montrer qu'il y a des corrélations et qu'il faut s'inspirer l'un de l'autre. Et ça, de ce point de vue-là, les événements extraordinaires, ils façonnent quand même nos sociétés. Oui, puisqu'on fonde quand même beaucoup de construction mémorielle sur un oubli que l'on cache. C'est-à-dire, il y a des politiques actives d'oubli, mais il y a aussi des choses qui s'effacent, mais qui sont des oublis, mais qui sont, qui perturbent la construction de la mémoire collective. Bien sûr, alors après, vous pouvez aussi rajouter, c'était Serge Brédard ici à l'Université de Liège qui travaillait sur ça, sur les faux souvenirs. On a tous produit des faux souvenirs. Alors ça, si vous rajoutez cette couche en plus dans le processus, alors là, je peux vous dire, on est parti pour la soirée, voire pour plusieurs projets de recherche. Oui, ici, c'est le troisième projet de recherche oui, pour demain, 8 heures. Oui. Oui. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Je dirais que oui, en tout cas au niveau individuel, l'oubli est très important pour la mémoire parce que des personnes qui ont une, entre guillemets, incapacité d'oublier, des hyperamnésiques, ce ne sont pas nécessairement des gens qui ont un bon fonctionnement dans la vie de tous les jours parce qu'ils se souviennent de tout, même de ce qui est sans importance absolument. Non seulement ils se souviennent de ce qui est négatif et que ce serait bien d'oublier, mais aussi de ce qui est sans intérêt. Ils ne font pas de tri. Donc l'oubli est probablement nécessaire à un bon fonctionnement de la mémoire individuelle. Et comme tu dis, Geoffrey, il faudrait voir ce qu'il en est au niveau social et l'oubli. En fait, il y a probablement une différence entre ce qui est oubli et suppression. Oubli, quelque part, la façon dont comme je un le vois processus naturel. au niveau individuel, c'est une trace qui s'efface parce qu'elle n'a plus lieu d'être. Suppression, on met la grosse croix dessus, on ne veut plus y penser. Et de nouveau, au niveau cognitif, on sait que quand on dit à des gens « ne pensez plus à quelque chose », automatiquement, le warning qui est mis par le cerveau fait qu'on y pense encore plus. Donc c'est vraiment probablement un équilibre très subtil entre laisser quelque chose s'effacer ou le supprimer volontairement. Mais pour laisser quelque chose s'effacer, il faut probablement qu'on l'ait intégré, qu'on en ait fait une part de notre histoire et qu'en faisant partie du reste, finalement, ça construit plus notre identité qu'être un mauvais souvenir, je veux dire. Je ne sais pas si ça renvoie à ce que tu voulais dire. Bon, j'espère que vous allez garder un bon souvenir, que vous n'allez pas oublier tout ce qu'on s'est raconté. Évidemment, on a omis d'évoquer, par exemple, la présence de l'IA aujourd'hui dans la construction de notre mémoire, les réseaux, le numérique, les actes de réécriture de l'histoire, voilà, les positions politiques par rapport au travail des historiens, à la construction de la mémoire, etc. Mais nous n'avons pas la nuit. Donc voilà, je laisse la conclusion ultime à notre grand témoin. Je pensais en discutant à deux axes possibles. Le micro. Ah, c'est vrai. Et près de la bouche, parce qu'on enregistre les traces de la soirée. Oui, pardon, oui. Voilà. Un premier axe, ce serait, à mon avis, les prothèses de la mémoire. Parce qu'on part d'une situation qui est celle peut-être de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, où la mémoire est un art qui doit permettre de conserver dans l'esprit le plus de citations, références, textes et discours possibles. Et l'évolution de la modernité, la première ou la plus récente, c'est de déployer, de déplacer cette mémoire des arts de la mémoire à des supports, par exemple le livre, la bibliothèque, l'écrit, ou plus récemment la mémoire des ordinateurs, qui était un des critères de leur distinction, de leur puissance de mémoire. Et du coup, peut-être qu'une réflexion serait le fait que ces suppléments qui s'ajoutent à la mémoire de l'individu, telle qu'elle était construite par les arts rhétoriques ou par les arts de la mémoire, cicéroniens ou du Moyen-Âge, ces suppléments qui pourraient être des recours, des ressources, si l'on suit une classique pensée de Derrida, peuvent être aussi des substitutions. Et donc, du coup, des perditions
de cette mémoire, qui n'est plus liée à des arts de la mémoire, mais qui, par une confiance dans les prothèses qui sont données, peut aussi se dispenser de son travail de mémoire. Alors je pense que c'est un axe possible. Et le deuxième axe, c'est ce qui me faisait penser, c'est un mot qui existe dans l'espagnol du siècle d'or, le librillo de memoria. C'était des petits livres ou des petits carnets dans lesquels, sur une surface qui était avec de la cire et de la embetunada, de la cire, on pouvait écrire avec un stylet et donc d'effacer avec la salive et de réécrire. Et dans toute l'Europe moderne, il y avait sous des noms différents cet objet. Et qui pose la question de l'effacement, c'est-à-dire de l'oubli, et de la trace, c'est-à-dire la mémoire. Normalement, la trace doit être effacée, mais elle subsiste, elle survit. Comme sur les ardoises magiques. Exactement, comme l'ardoise magique. Et le grand texte de Freud sur le Wunderblock est fondé sur cette idée. Une mémoire qui efface, mais qui laisse des traces, qu'elle le veuille ou non. C'est-à-dire qui sont les traces, pour la psychanalyse, qui restent dans la psyché humaine, et dans le Wunderblock, par la lumière qui permet d'éclairer ce qui a été effacé, mais qui est encore présent. Et donc je pense que cette dialectique de l'effacement et de la trace pourrait être aussi un des axes de réflexion. Oui. Comme les repentirs en histoire de l'art, sous des couches de exactement. peinture. Oui. Ou comme les fouilles archéologiques. Bon, je prêche pour ma chapelle. Ce qui a disparu, mais qui pourtant est visible. Voilà. Bon, je vous remercie bien pour ce panel. J'espère que ça vous a plu. On est à Liège, on peut être entre soi et poser la question. Voilà. Je vous remercie bien. C'est à Madame la rectrice de conclure. Juste le dernier mot pour vous inviter au verre de l'amitié, pour laisser une trace et avant l'oubli, je dirais. Voilà.